Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs du public de la Ligue d'improvisation mauricienne et bienvenue au podcast Podmasque présenté par la LIM. Je suis très content de vous accueillir encore une fois cette semaine. On est au 4e. Je suis Philippe Drolet. Avec moi cette semaine, j'ai Antoine Lacasse et Marc Lachance, deux gars que j'adore. On a eu une super belle discussion encore une fois. La discussion va tout le temps dans plein de sujets différents. D'habitude, je fais une petite description de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Mais là, je pense que je vais vous laisser y aller. La discussion vaut vraiment la peine. Vous allez voir, c'est encore une fois, c'est de l'amour pur entre improvisateurs qui se passe. J'espère que vous allez adorer. Donc, bon podcast, amusez-vous, laissez des commentaires, laissez des likes. Je vous aime. Joyeux Noël dans pas long. Ça s'en vient, on a hâte. Bon podcast. On est si près du D'Angelo, là. Ça s'en vient. Oh my God, D'Angelo. Marc, t'étais pas là, toi, à D'Angelo? Ouais, non, j'étais dans la salle. T'étais dans la salle, OK. C'est un estifi de moment, ça, D'Angelo, quand même. C'était incroyable. C'était à la fois très drôle, mais pas très bon. Genre, le jeu de mots en soi, là. Ouais, ben c'est vraiment parti d'une joke qu'on se dit « Ah, ça va être drôle! » Ouais. Mais le fait que vous l'ayez... Ouais, le fait que vous l'ayez assumé, ça a tout transformé. Dans la salle, je pense qu'on a fait du nom, puis on s'est tous mis à rire. C'est arrivé quelques fois entre moi et Antoine qu'on se dise on fait ça, ça va être drôle. Puis d'ailleurs, le vampire, c'était la fois qu'on s'est dit ouais, faut qu'on fasse attention quand on fait un caucus ensemble parce que ça peut mal virer. Je sais pas si... Ça, c'est la première année que tu jouais à Live, Phil? Ouais, c'est ça. Ouais, ah oui, oui, je m'en rappelle. Oui, c'est le moment où on a fait un caucus de 45 secondes, tous les deux ben trop excités. Puis là, il y avait tellement de layers dans notre pensée que quand on est arrivé sur scène, on n'a juste rien fait parce qu'on était trop dans notre tête. Oui, c'était pour ça, pour le public, mettons. C'était commencé qu'on se disait on va être des vampires. Donc là, c'était cool. Puis après ça, il y a moi ou Antoine, on a dit OK, puis il faut qu'il y ait un but. Fait que là, il y a un des deux qui a dit OK, il faut qu'on aille éteindre le soleil. Puis là, OK. Puis après ça, il y en a un des deux qui a dit ah, puis on est dans les Chevaliers de Colomb aussi. Puis là, OK. on avait rajouté des affaires jusqu'à temps que ça soit qu'on pleure de rire. La raison de embarqué, puis on avait fait fuck, faut qu'on joue des vampires Chevaliers de Colomb qui vont éteindre le soleil pendant 1 minute 30, puis c'était un désastre. Là. Il n'y a rien qui marchait, mais c'était très, très drôle, par contre. Ça arrive des fois. Puis toi, Antoine, ça va bien? Ça va bien. Je suis nouvellement propriétaire. Je découvre la vie des propriétaires. Ah, nice. T'as déménagé... On a acheté une maison à Trois-Rivières. Ah, wow, c'est cool, ça. Dans le même coin ou... Non, on est à Saint-Louis-de-France. Oh, la fameuse. Nice. Ah, c'est cool, ça. Je savais même pas. Ah oui. Puis c'est pour ça que mon mur n'est pas peint encore en arrière, mais que j'ai fait un setup de Noël pour la job, pour avoir l'air moins tout nu. Ouais, cette année, à la Lime, on dirait qu'il y a beaucoup de... Mettons, moi, en tant que jeunot, je me sens vraiment jeunot cette année avec tout le monde qui ont des enfants, qui s'achètent des maisons, puis tout. Je me suis beaucoup senti jeunot à la Lime, puis dans mes ligues d'impro, mais on dirait que cette année, c'est encore plus spécial, tu sais. Mais c'est un aspect spécial, c'est que, tu sais, on devient super proche, on devient super amis, mais on a des différences d'âge de 10, 12 ans et plus, des fois, là. Ouais. C'est spécial, ça. Le milieu de l'impro est spécial pour ça, tu sais. 12 ans? Ben, je sais pas. Mais mettons, quand j'avais 18 puis que je suis arrivé, mettons, Pascal, il avait pas mal 30, mettons, puis c'était bizarre un peu, là, tu sais. Moi je me rappelle, au début, je comprenais pas. J'étais là, hey, ça doit être bizarre pour vous autres que j'avais 18 ans puis qu'on jase comme si on était amis, genre. Mais je sais pas, moi, je me suis toujours senti, pas bizarre par rapport à ça, mais tu sais, je me disais, genre... Est-ce que je me remettais souvent en question de est-ce que j'ai ma place, mettons, dans la discussion ou des affaires de moi-même, puis tout le temps, c'était bien chill, puis on avait du fun super, là, mais c'est spécial quand tu arrives à jeune comme ça avec une gang qui se connaissent depuis longtemps aussi, tu sais. Dans ma tête, dans ma tête, c'est
je peux peut-être comprendre un peu le feeling, mais tu sais, moi, je me dis, tu as été choisi parce que, un, tu étais bon à l'impro, mais deux, tu es aussi agréable comme humain. Là, je veux dire, merci. Je pense pas qu'il y ait des ligues qui acceptent un déchet qui serait, par exemple, raciste ou qui aurait des mauvais propos dans sa vie quotidienne, mais qui serait excellent en impro. Fait que, je pense que c'est ça qui est déjà accepté, mais c'est sûr que ça doit mettre l'emphase sur le fait de se sentir ticu un peu dans. Ouais, mais c'est surtout que moi, mettons, j'avais le feeling que j'étais bizarre d'être aussi jeune. Fait que je me disais, c'est sûr qu'eux autres, ils ressentent aussi le même feeling que moi, mettons. Fait que c'est ça, des fois, que j'étais trop dans ma tête à me dire, hey, là, ils doivent se dire, hey, il est jeune. Mais dans le fond, c'était juste mon insécurité de jeune garçon qui n'a rien connu encore. Là. En même temps, ça aurait été vraiment bizarre. En tout cas, moi, je l'aurais probablement très mal reçu si t'étais arrivé en faisant comme, ben moi, je suis le meilleur gars qui fait de l'impro à Trois-Rivières, j'ai 10 ans, les chier tout le monde. Ouais, c'est sûr. Je pense que cette attitude-là, elle aurait juste pas passé. Je pense que ton insécurité était tout à fait normale. Là. Ouais, c'est sûr que ça aurait été spécial un peu. Là. Ouais, non, je comprends, mais non, mais c'était une belle période quand même d'impro pour moi, de découvrir l'impro avec des gens qui en ont tellement plus fait que moi puis qui ont de l'expérience derrière la cravate. Là, je trouve que ça a été ma meilleure école pour moi, en tout cas, de comme, découvrir la lime là, à un si jeune âge. Là, c'était spécial. Vous êtes rentré dans la lime à quel âge, vous autres? L'an dernier, c'était ma saison officielle en tant que joueur régulier. L'autre année d'avant, c'était ma première année, puis j'étais substitut. Fait que 24 ans switchant sur le 25. Ah ouais, j'étais sûr que tu étais à la lime avant moi, Marc. Non. Je me suis essayé il y a quelque part comme là, 4 ans. Puis j'étais vraiment, vraiment pas prêt. Là. J'avais pas cheminé, je dirais, en tant qu'improvisateur, mais je pense même en tant qu'humain, je cherchais beaucoup. Je manquais quand même pas mal de confiance en moi. Genre, j'avais encore la veine de frais sorti du cégep, puis je sais pas trop ce que je m'en vais faire. Je pense que ça a apparu quand je me suis envenu il y a 2 ans, puis l'année dernière, ça a encore mieux été parce que c'est ça, je me trouve tranquillement faux bien. J'ai 27 ans, ça va, ouais. Moi, je suis rentré à la Lime, j'avais 27 ans. Puis je suis rentré l'année avant vous. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a 4 ans, non? Ouais, c'est ça. Mais dans les dernières années, il y a un gros renouveau aussi. Il y a comme beaucoup d'anciens qui partent. La première fois que j'ai fait le camp de la Lime, il y a eu une personne qui a été repêchée qui ne jouait pas à la Lime l'année précédente. C'est ça. C'est fou. Puis l'année, pas l'année passée, mais l'autre d'avant, il y en avait genre 13. Je pense que c'était fou, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais les ligues d'impro civil, c'est toujours ça, là. On peut parler d'une ligue dans laquelle on a joué ensemble aussi à Victoriaville. Puis c'est la même chose, là, l'année passée, il y a quand même un gros renouveau. Je pense que quand ça va reprendre en 2021, il va aussi avoir un bon roulement de personnel. Puis ça va arriver, il y a des gens qui vont arriver comme moi, je suis arrivé, comme Marc est arrivé, comme toi, Phil, t'es arrivé. Fait que là, ça va faire une nouvelle ligue, ça va durer 5-6 ans. Puis là, au bout de 5-6 ans, soit les gens ils vont avoir des enfants, ils vont acheter des maisons, ou je pense que c'est dans la revue Réplique, là, quand tu regardes, c'est Vincent Rainville puis Jocelyn Garbeau, je pense, qui ont fait une recherche par rapport à la démographie en impro. Là. Puis le bas blesse vraiment quand tu pognes 30 ans. Il y a tout le temps, il y a vraiment beaucoup d'improvisateurs qui sont entre 20 et 30, puis à partir de 30, c'est le déclin. Même s'il y en a qui continuent de faire de l'impro toute leur vie, il y a vraiment un clash. Là, quand les gens ils commencent à avoir une famille, c'est plus difficile de continuer. Ouais. Puis il y a des pauses aussi. Il y a des pauses aussi qui se prennent justement quand l'arrivée d'un enfant et tout. Là. Quand tu dors 3 heures par nuit, ça se peut que tu n'aies pas trop envie de te coucher à 11h30 le mardi soir pour le faire. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça, vraiment. Mais ça me laisse l'impression aussi qu'il y a une histoire de
tu perds l'habitude, en quelque sorte. Là. J'oserais comparer pendant une seconde à de l'entraînement ou à un sport. Genre, t'arrêtes d'en faire parce que tu as une autre occupation pendant un moment. C'est dur de retourner en faire, du moins à une aussi grande régularité. Fait que tu te questionnes sur est-ce que j'ai pas autre chose accessible, par exemple, plutôt que d'aller faire du soccer steady, je vais m'entraîner à faire de la course à pied ou quelque chose dans le genre. Mm-hmm. Ouais, il y a aussi l'effet de gang. Là, quand tes amis quittent tranquillement, pas trop vite, ça se peut être moins le désir d'être là. Il y a des gens que ça allume vraiment beaucoup l'impro, puis c'est un désir de. C'est presque une manière de vivre. Là. Puis il y a d'autres personnes qui sont dans le bateau, mais sont là parce qu'ils ont du fun avec leurs amis. Puis une fois qu'eux ils quittent, là, c'est moins intéressant qu'on peut faire de l'impro. C'est vrai, ça. On a parlé d'un sujet qui pourrait être intéressant pour notre public, les camps de recrutement. Il y a beaucoup de monde sûrement que le public ne sait pas comment ça se passe, les camps de recrutement. Je ne sais pas s'il y en a un ou deux qui veut décrire un petit peu comment ça se passe. Tu en as fait des deux côtés, fait que ça peut être intéressant, du côté des capitaines. Oui, Marc aussi en a fait des deux côtés. C'est vrai, tu étais. Et à la lettre et à la litre. Et puis, je pense que ça serait peut-être intéressant qu'on parle de ce qu'on connaît dans la région, mais qu'on sorte aussi de ce que tu as pu vivre à Sherbrooke. Je pense que tu en as fait à Sherbrooke un peu. Oui, mais juste au cégep. J'ai pas fait de ligue senior à Sherbrooke parce que j'étais rendu à Trois-Rivières à l'âge où c'était intéressant. Ben, idem pour moi, mais tu sais, en tout cas, parlons, je te laisse te lancer sur la lime. Oui, on peut faire ça. D'abord, j'aimerais ça dire que je déteste les camps de recrutement des deux côtés de la médaille. C'est un truc que je trouve super ingrat de un, puis de deux, moi, je me mets énormément de pression quand je fais un camp de recrutement et je sous-performe toujours, ce qui fait que souvent, je ne sais pas comment vous voyez ça, vous, là, mais tu sais, moi, je pense que l'impro, c'est aussi du PR, là, dans le sens que ta réputation te suit et est super importante quand tu vas en camp. On pourra en parler. Je ne sais pas si Phil t'a tenté ta chance. Je pense que c'était ton objectif peut-être de faire de l'impro dans la région de Montréal cette année, mais finalement, ça n'aura sûrement pas lieu. Non, c'est ça, non. Ça aussi, c'est quand tu changes de région, je pense que c'est un enjeu encore plus grand. Ouais. C'est une affaire qui me stresse vraiment en ce moment, qui me stressait avant que je sache qu'il n'y aurait pas d'impro cette année, mais ça me stressait déjà. Puis c'est ça. Continue en tout cas. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il y a un truc super important là-dedans. Après ça, quand ça se déroule en soi, un camp de recrutement, ça dépend de chaque ligue, mais à Trois-Rivières, à la Lime, ce qu'on fait habituellement, c'est que les équipes sont formées d'un noyau de 2 joueurs qui a été voté par les membres de la ligue à la fin de la saison. Habituellement, c'est au cours de l'été que ça s'officialise. Les noyaux. Donc, on a déjà comme 8 joueurs qui font partie de la Ligue, assurément, qui se présentent donc au camp en tant que sélectionneurs. Si on peut dire c'est comme ça, un terme sportif français. Oui, c'est ça. Ça devient un peu comme des chefs au secondaire. Oui, c'est ça, ou un capitaine dans une équipe. Quand tu joues au ballon chasseur dans ta classe d'éduc, c'est pas mal la même affaire qui se passe. Dans un camp de recrutement habituel, on peut jouer au hasard qui choisit en premier, puis toi, tu choisis en premier, tu choisis le joueur que tu veux, puis ainsi de suite jusqu'à ce que la ligue soit complète. Fait à Trois-Rivières, il y a 2 trucs vraiment le fun avec le camp de recrutement, c'est que la Ligue a une volonté que le camp de recrutement soit aussi des ateliers, puis que tout le monde qui fait de l'impro dans la région puisse venir assister à ces ateliers-là qui sont donnés par les membres de la Ligue. L'objectif, c'est aussi de former un peu les improvisateurs de la région, en plus de choisir qui va faire partie de la Ligue cette année. Ça, c'est un des objectifs de la Ligue. C'est pour ça qu'on fait le camp sur une journée complète. Puis l'autre particularité que je n'ai jamais vue nulle part ailleurs qu'à Trois-Rivières, c'est quand vient le temps de sélectionner les joueurs, il n'y a pas de. On ne pige pas les noms dans un chapeau, puis on choisit qui. Il n'y a pas dans notre équipe sans équivoque. Donc, c'est un système de repêchage à la ronde
On a chacun des noyaux a un tableau blanc sur lequel il écrit le nom du joueur qu'il veut choisir en première ronde. On flippe notre tableau tout le monde en même temps, puis s'il y a 2 fois le même nom, on recommence l'exercice jusqu'à temps que ça fonctionne. Fait qu'il y a des négociations, puis l'objectif, c'est vrai que la Ligue fasse consensus. Et en même temps, ça nous permet de s'assurer que le bassin de joueurs que nous, on a trouvé, tout le monde ensemble intéressant pour la Ligue, fasse partie de la Ligue. Il y a toujours des choix méga déchirants dans même dans un autre processus de sélection. Il y a toujours des joueurs qui sont assez bons pour faire la Ligue, mais que personnellement, ça ne clique pas avec le noyau qui reste une place ou encore juste une réputation mauvaise qui suit la personne. Pas qu'elle ne mérite pas d'être là, mais juste on préfère aller avec quelqu'un qu'on sait qu'on va avoir du plaisir, parce que c'est souvent ça qui départage au final, c'est l'assurance que tu vas avoir du fun. Ouais, c'est ça, notre but. Un but d'équipe, c'est tout le temps d'avoir du plaisir, là, parce que on n'est pas payé pour faire ça. Puis notre but, c'est de faire des bonnes impros surtout, mais c'est en ayant du plaisir qu'on fait des bonnes impros. Mais d'ailleurs, vous êtes 2 joueurs qui aident beaucoup dans le plaisir quand vous jouez. Là, je parlais de ça avec Noémie avant. Je disais, mettons, de quoi je pourrais parler un peu, puis elle me disait, moi, ce que je trouve d'Antoine et de Marc, c'est que eux, dès qu'ils sont sur scène, c'est le show avant tout. Il n'y a pas d'ego, c'est le spectacle avant tout. Puis je trouve ça intéressant qu'elle me dise ça. Puis je le pense aussi. Hey, moi, j'aimerais ça revenir sur un petit point que tu as dit je pense que c'est à la LIM, c'est cool le fait qu'on ait comme une forme d'atelier qui est accessible à tout le monde. Puis, je pense que c'est l'endroit où, tu sais, même dans tous les camps de recrutement que j'ai fait, il y a tout le temps des gens qui viennent puis qui n'ont jamais fait d'impro puis qui viennent s'essayer. Mais je pense qu'à la LIM, ça m'arrivait plus souvent de voir des gens qui n'ont jamais fait d'impro, qui viennent l'essayer, mais qui viennent vraiment et clairement vivre l'atelier. Ils disent, je viens pas ici dans une réelle intention d'être pris ou d'être prise. On sait pas, tu sais, ça peut arriver, mais ils viennent se laisser aller dans l'atelier, puis moi, j'ai vu de très belles surprises avec ça. Je pense que ce que j'essaie de décrire, je dis pas que ça se produit pas dans d'autres ligues, je dis juste que je l'ai perçu, senti souvent au camp de recrutement de la LIM, le laisser aller de certaines personnes qui ont peut-être pas l'expérience de d'autres qui pourraient être plus connus dans le milieu ou qui en ont déjà fait, qu'on connaît les noms. Ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres façons de faire les équipes autres qu'un camp de recrutement qui est un peu ingrat, comme tu dis, Antoine, ou qui fait peur, ou qui stresse, ou... Parce que, moi, je pensais à ça, je me disais, on pourrait juste prendre le monde qu'on connaît, mais en même temps, si tu fais ça, tu vois pas, il n'y a pas de surprise. Je vais te donner un exemple super concret. Là. L'avantage de faire un camp de recrutement, c'est qu'à la LIM, on le voit à chaque année. Il y a tout le temps quelqu'un qui a une bonne expérience en impro, que les trifluviens ne connaissent pas, qui vient de déménager parce qu'il s'est trouvé une job en Mauricie. Puis là, bang! On a Alexandre Jeté qui débarque, qu'on a full de plaisir à découvrir. Puis on ne pourrait pas se passer d'un gars comme ça dans notre ligue. Ouais, exact. Je pense que c'est un mal nécessaire. Je veux dire, si tu veux aller à... Ça fait partie de la vie, là, les déceptions, puis briser les égos, dans le sens que si tu décides d'aller à l'université, ça se peut que tu ne sois pas sélectionné parce que tu n'as pas une assez bonne notaire ou parce que tu n'as pas la personnalité qui est requise dans l'entrevue que tu vas faire avec la personne, ça ne clique pas. Si tu veux devenir comédien dans la vie, tu vas passer des auditions toute ta vie. Fait que ça fait un peu partie du processus de faire partie d'une troupe de théâtre ou d'une équipe de hockey. Je pense que peu importe, quand tu veux performer dans quelque chose, il faut que ça passe par là. Est-ce qu'il y aurait des moyens plus adéquats que le camp de recrutement? Sûrement. Je veux dire, il y a sûrement des affaires super créatives qu'on pourrait faire qui seraient super intéressantes. Un interview? Non.
Ben, il faut aussi voir comment ils performent. C'est l'avantage du camp de recrutement, c'est qu'on peut voir plein de monde. Ça forme un genre de public qui est un des pires publics ever parce que tout le monde est stressé puis il se dit si je ris trop fort à sa blague à lui, mais là, mes blagues à moi vont peut-être paraître moins drôles. Ouais. Il y en a qui ont de la difficulté à se retenir, par exemple, dans le public. Oui, aussi. Ouais, mais je pense, tu sais, je pense pas que nous trois, mettons, je pense pas qu'on s'est déjà retenu de trop rire. On n'est pas dans cet esprit-là, tu sais. Oui, mais on est-ce que ça serait possible? Ben non, on n'essaie pas de trouver une solution non plus. Ah non, c'est sûr, on jase. Hypothèse, là, est-ce que ça serait possible un genre de tournoi d'une fin de semaine? Il y a des équipes qui se créent avec un pool, des gens qui s'inscrivent comme pour venir participer au camp de recrutement, mais on fait une sorte de genre de tournoi avec des ateliers, un peu plus du type tournoi collégial, là, quand au cégep ou même au secondaire, où est-ce que oui, on cherche pas vraiment des gagnants, on cherche à avoir des bonnes impros, à avoir des gens qui s'améliorent, puis avec quelques ateliers par des formateurs entrecoupés. Je pense que j'ai deux éléments de réponse pour toi, Marc. Premièrement, je pense que ça pourrait être super intéressant. Il y a un truc qui s'appelle aussi le bénévolat, qui est très important dans l'impro. Quand vient le temps d'organiser un camp de recrutement, on va souvent au plus simple parce que on n'a soit pas pris suffisamment de temps pour se préparer ou on n'a pas de temps/argent à mettre dans ce truc-là. Puis nous, on veut juste vivre notre loisir au final. Puis souvent, c'est un peu ingrat d'une même, mais les gens qui créent le camp de recrutement, ils sont sûrs de faire la ligue. Fait que, ils n'ont pas nécessairement le désir que ça soit la meilleure expérience possible, ils veulent juste avoir des gens avec qui ils vont pouvoir faire de l'intro dans 2 semaines. Puis l'autre truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais il y a un truc aussi qu'on fait à la Lime que j'ai rarement vu dans les camps d'impro, c'est que les noyaux, on joue au camp de recrutement. Donc, on se mêle. C'est arrivé à presque toutes les années. Il y a une année où il y avait juste trop d'improvisateurs, puis là, on l'a semi-fait parce qu'on était comme, on ne peut pas non plus enlever le temps d'exposure aux autres. Mais ça, c'est un truc super Trois-Rivières, mettons, de se dire qu'on veut créer un lien puis voir comment ça se passe quand on est sur scène avec cette personne-là, pas juste comment ça paraît de la part du public de l'extérieur. C'est quand tu enlèves ces lunettes-là, là, je suis en train de regarder ce qu'il fait, mais quand je me commets avec lui, comment ça passe l'énergie, puis comment ça se rend. Oui, parce que c'est souvent en jouant qu'une chimie apparaît. Là. Tu ne peux pas savoir en regardant si tu vas avoir une chimie. Tu peux admirer un joueur, tu peux trouver bon, mais ça se peut que tu arrives sur scène et qu'il ne se passe rien. Ça arrive. Puis c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, moi, les camps de recrutement, en même temps, j'ai jamais fait de camp de recrutement où je connaissais personne, mettons. Tous les camps que j'ai faits, je connaissais un peu le monde, fait que ça me stressait pas tant, mais j'avoue que, mec, j'arrive à Montréal, ça va me stresser. Mais encore là, on est allé en tournoi ensemble quelques fois, fait que tu ne seras pas en terrain complètement inconnu. Ouais, mais tu sais, je pense pas. Je veux pas vous couper, mais je serais quand même intéressé que, genre, on l'a mentionné tantôt un peu de qu'est-ce qu'on retrouve dans d'autres camps de recrutement, mais c'est quoi les trucs classiques qu'on voit dans un camp de recrutement de base? Parce que là, on nomme des ateliers, on a parlé un petit peu de comment le draft fonctionne, mais je dis ça pour quelqu'un qui connaît pas la LIM ou qui connaît pas les camps de recrutement, c'est quoi qui s'y retrouve? Bon, j'ai soulevé ça, je non, la c'est intéressant. mais... mais dans le fond, qu'est-ce qui se trouve dans tout? Il y a tout le temps, ça se passe, c'est souvent ça, là, c'est les noyaux qui passent le monde en audition. Là. C'est souvent je veux ça. dire, mettons, je pense qu'il y a toujours l'aspect, tu te présentes, tu te dis un petit peu ce que tu as comme d'où tu viens, ton derrière la cravate en termes de scène ou d'impro.
Après ça, tu as souvent un atelier brise-glace qui va être souvent aligné vers, je sais pas moi, quelque chose au niveau de l'écriture ou au niveau physique. Là, j'essaie d'être général, je sais pas si je suis assez précis, mais puis après ça, il y a quelques catégories qui peuvent être apportées, donc des exercices semi-théâtrales ou plus impro avec des catégories. Puis je dirais souvent, il y a le classique, quelques petites improvisations dont le but, c'est de voir comment tu te débrouilles en impro, mais comment tu te débrouilles aussi en caucus. Avec les autres. Hein. Je ne sais pas si vous avez... Tu sais, je voulais le nommer rapidement, mais juste pour... Est-ce que vous avez déjà vu autre chose? Autre chose? Ouais, genre de quoi qui sort de ce canevas de base. Ouais. Moi, pas tant, vu que je l'ai fait juste à la livre, puis à la lime, puis pas mal ça que tu viens de décrire, là, tu sais. Moi, non. Je me suis jamais dit encore ça sort de l'ordinaire, ou des choses comme ça. Là. Je pense pas, en tout cas. Toi, t'as-tu déjà, Marc, vu. Ben non, mais j'ai entendu parler des affaires un peu plus funky, là, je sais qu'il y a des camps de recrutement qui sont plus gros, qui fonctionnent par étage, on va dire, ou en tout cas, du moins, il y a des coupures à travers le camp. Fait que tu n'accèdes pas nécessairement aux derniers ateliers en partant. Fait que, je sais pas. En tout cas, on n'est pas obligé de s'éterniser là-dessus non plus, mais j'aurais été curieux. Je serais curieux d'en voir d'autres ou de savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi en même temps. On a pas mal toutes fait les mêmes camps, fait que je pense que. Mais clairement, il y a des trucs très différents qui se passent ailleurs. Là, dans le sens que, dépendamment c'est quoi ton objectif de ligue, c'est sûr qu'il y a des trucs qui se passent différemment, mais je pense que l'objectif de la majorité des camps, c'est quand même de voir est-ce que tu sais faire de l'impro, est-ce que ton calibre nous semble assez bon pour que tu fasses partie de notre ligue. Puis après ça, est-ce que t'es le fun? C'est surtout aussi est-ce que t'as l'air plaisant en tant que personne aussi, là. Parce que ça reste une activité sociale. Là. Si tu arrives en attitude de mange-marde, c'est sûr que j'ai déjà personne qui va t'aimer. Là. Je nommerai pas la ligue parce que je ne suis pas 100% sûr de c'est quoi exactement le principe là, derrière ça, mais j'ai déjà entendu une ligue qui faisait son camp sur 2 jours. Puis le samedi, c'est le samedi-dimanche, donc toute la fin de semaine. Le samedi, il faisait des ateliers toute la journée. Puis il y avait un party le soir, un party de recrutement. Puis là, tu jases avec le monde. Puis là, le dimanche, il y a d'autres ateliers, mais tu sais, à genre 2 heures du matin, quand les noyaux ils partent du party, ils envoient un courriel pour te dire si t'es là dimanche matin ou pas. Oh! Ah ouais. Okay. Mais là, l'aspect social, puis personnalité prend un gros morceau. Ouais. Ouais, mais moi, j'ai de la misère avec les coupures dans le milieu. Je sais pas. En même temps, ça reste un camp, là, mais. Ben, puis, tu sais, c'est un truc là, à Victo puis à Trois-Rivières, on ne vit pas ça, mais moi, à Trois-Rivières, j'ai fait plusieurs fois le camp de la Ligue avant de faire la Ligue. Je pense 5 camps avant d'être sélectionné. Puis, je me rappelle, parce que le premier, ça avait fait mal à mon ego de jeune adulte qui pensait qu'il était bien bon à l'impro. Mais tu sais, je m'étais fait couper le matin, puis je n'avais pas pu aller aux ateliers de l'après-midi. Mais tu sais, à ce moment-là, il y avait une poignée de postes, là, disons 5, mettons, d'ouverts, puis on était 40 aux auditions. Fait que là, tu peux pas voir tout le monde, puis c'est un peu ça qui arrive aussi dans les ligues de plus gros centres urbains, mettons, là, Montréal et Québec. Je veux dire, c'est bien le fun là, de pouvoir pas couper, de donner des ateliers comme tout le monde, comme la LIM, on s'est donné l'objectif de faire, mais si on avait 100 personnes qui se présenteraient à notre camp, ben, ça serait bien le fun, mais on serait bien mieux de faire une fin de semaine de formation ouverte à tout le monde, puis après ça, faire notre camp de recrutement, parce que à travers 100 personnes, on n'aura pas le temps ni l'énergie de voir tout le monde pour savoir s'ils peuvent faire notre ligue ou pas. Ouais, c'est ça. Puis ça devient du gambling. C'est là que
Pas qu'il y a des erreurs qui arrivent, mais je pense pas qu'on se trompe souvent, des affaires comme ça, mais. Peut-être qu'on passe à côté de plein de bons mondes puis plein de bons imposateurs. Je veux dire, c'est un peu ça. C'est comme les. Moi, je suis un fan de hockey, fait que je vais faire une analogie de hockey, mais il y en a plein de gars qui font la Ligue nationale qui n'ont jamais été repêchés. Pas parce qu'ils sont pas bons ou parce qu'ils n'ont pas une personnalité qui fait ou qu'ils ne sont pas travaillants, c'est juste que au moment où il fallait qu'ils choisissent du monde, ils n'ont pas choisi ces personnes-là. Ouais, c'est ça, exact. Exact. En tout cas, c'est bien intéressant tout ça. Tantôt, j'ai parlé que vous êtes des improvisateurs qui mettent le show en premier. Là. J'ai le goût qu'on parle de ça, de où ça vient, comme votre envie, ou comme le fait que j'ai l'impression que vous avez vraiment, je dirais pas d'ego, mais quand vous êtes sur scène, l'ego ne prendra jamais la place du show. Quand vous êtes là, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai vu. Je vous connais quand même bien. En tant qu'improvisateur, on a joué souvent ensemble, puis on a du fun en maudit ensemble. Fait que, je pense que je sais qu'il y a le plaisir en premier, puis le show, ou peut-être, je pense vraiment que oui, je pense que c'est le plaisir en premier, puis après le show. Là. Les deux vont ensemble, mais je pense que ce qu'on recherche dans une impro, je parle pour nous trois, là, après ça, je pense que ce qu'on recherche en premier, c'est d'avoir du fun, puis de se dire après, hey, celle-là était le fun en taboire. Mais en même temps, on a du fun quand on se dit, hey, celle-là était vraiment une impro de qualité, genre. Ça nous fait plaisir aussi. Je pense pas qu'il y a besoin d'avoir une priorité entre les deux, mais je pense vraiment que je veux vous entendre là-dessus. Si vous n'êtes pas obligé d'enfiler. Je sais pas trop comment commencer. Je veux dire, je pense que d'abord, je veux nommer le fait de. Mais merci de nous dire ça parce que c'est un compliment d'abord. Mais je pense pas que c'est un secret que je vous adore en impro. Je pense pas que. Je pense que vous le savez. Je pense juste que je n'ai pas la prétention de me dire que je suis parfait à ce niveau-là, au sens où c'est quelque chose que je pense pas être capable d'arrêter de travailler pendant encore quelques années. Là. Je veux dire, l'ego, tu parles? Ouais, l'ego en impro. Au sens où en match, c'est peut-être plus simple parce qu'on est en terrain connu, mais en tournoi, avant l'année dernière, à l'Antigel, où vraiment je me sentais bien, c'est venu tard, c'est venu genre après mon deuxième match, quelque chose comme ça. Je cherchais encore quelque chose, puis je pense que j'ai juste atteint une autre coche de je cherche moins une rétroaction. Puis je pense que j'en ai encore des étapes ou des steps comme ça à passer avant de dire que je suis 100%, que mon ego est délaissé à 100%. Mais c'est là où ça devient le fun. Je pense que c'est là où vraiment il y a un moment dans le match où tu te rends compte que tu te laisses aller depuis un petit bout, puis là tu sais, crime, continuons comme ça, tu sais, ou il y a un moment après le match ou après le tournoi que c'est, sais-tu, ça, c'est ça que j'ai aimé, que je rapporte à la maison, que je garde comme bon souvenir, tu sais. Fait si j'essaie de répondre à d'où est-ce que ça vient, je pense que ça viendrait des ateliers à l'été avec l'ESCO, avec Louis-Étienne Villeneuve, qu'il faisait après la Luître à l'été. Il faisait des formations 15 semaines. On se voyait tous les dimanches soirs avec un thème précis, ou plutôt une variable qu'on isolait de l'improvisation. Puis les premiers ateliers, surtout, même à la fin aussi, mais surtout les premiers, c'est de briser le réflexe de faire que des blagues ou avoir absolument l'attention ou avoir absolument une rétroaction. Puis je pense que ça a fait du bien parce qu'on était dans un petit groupe. Puis ça a fonctionné parce qu'on a vu qu'on pouvait de plus en plus être nous-mêmes
à travers un personnage, oui, parce qu'on ne se cachera pas qu'on fait des persos en impro, mais on pouvait genre être bien dans ce qu'on fait tout le temps sans porter un masque par-dessus un masque, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que ça devenait plus un vrai jeu d'acteur, entre guillemets, ou ouais, je dirais ça comme ça, puis qu'on se laisse porter dans le moment. Fait que je pense que d'y avoir goûté dans un lieu plus sécuritaire, ça m'a permis, je vais parler pour moi, ça m'a permis de me libérer et tranquillement l'appliquer en impro dans des matchs par la suite, à essayer de le faire en tournoi pour commencer à être capable de le faire, à commencer à me sentir à l'aise. Je dirais que ça part de là. Je vais passer le micro peut-être à Antoine avant de continuer. C'est une belle réponse, en tout cas, c'est cool. Vraiment, il y a beaucoup de... Je me suis reconnu et j'ai reconnu plein de points dans ta réponse, Marc. Mais je vais répondre exactement la même chose que Marc, au sens où je pense qu'effectivement, quand on est dans une ligue, en tout cas moi personnellement, mon ego est vraiment de côté, mais quand j'arrive dans une situation plus compétitive, je suis un gars quand même compétitif dans la vie en général. Quand le sport, c'est un bon gauge, là, tu sais, il y a des improvisateurs que je connais, pour ne pas les nommer, un genre de Alex Laramé-Zwicky, tu sais, où tu joues à un sport avec lui, puis là, si tu as le malheur de dire que tu comptes le pointage ou que tu veux gagner, là, il est complètement détruit par cette affaire-là, parce que lui, son objectif, c'est juste le plaisir. Tu sais. Alors que moi, j'ai plus un côté compétitif avec moi-même puis avec les autres. Fait qu'effectivement, quand on arrive dans un système plus compétitif, souvent, puis j'ai connu des très mauvais tournois d'impro à cause de ça, justement, où j'essayais d'être bon, alors que j'oubliais de faire de l'impro, j'essayais d'être meilleur que les autres ou de vouloir avoir de la reconnaissance. Ça c'est un truc que s'il y a bien un truc que les improvisateurs ont besoin d'avoir, puis qu'on nomme jamais, c'est de la reconnaissance. Parce que on a bien beau faire semblant qu'on fait de l'impro juste pour avoir du fun. Au fond, nous, on a tous un petit peu de l'insécurité, puis un besoin d'avoir de l'approbation de nos pairs, puis du public. Puis il n'y a personne qui va dire, en tout cas, je ne pense pas que vous allez dire ça, là. Je ne pense pas qu'il y a aucun improvisateur qui va dire ça, mais quand le public t'applaudit, ou il rit, ou il sent que tu connectes avec lui, il se passe quelque chose là, c'est super, super le fun. Là, puis c'est un crave qu'on a. On a envie de vivre ces émotions-là, puis ces moments-là. Je pense qu'on fait tous un peu de l'impro pour ça. Fait de ce côté-là, je pense que l'ego est toujours un petit peu présent. Je pense effectivement, moi de mon côté, en tout cas, c'est venu avec une pause d'impro. Je suis parti en voyage pendant 5 mois, j'ai arrêté complètement de faire de l'impro, mais je venais juste de sortir justement d'un été d'atelier avec Louis Etienne. Je m'étais retrouvé pas de ligue d'impro, j'en ai fait un peu avec un truc qui s'appelait l'Alliance d'improvisation ludique. Marc aussi était là d'ailleurs à cette époque-là, où j'ai eu plein de problèmes avec cette gang-là parce qu'il n'y avait pas ça, que je veuille beaucoup faire de l'impro, puis ils ne comprenaient pas mon désir derrière ça. Puis peut-être que c'était un peu déplacé au final, parce que moi, je pensais que je méritais plein de places, peut-être que je ne la méritais pas, cette place-là, au final. Mais ça m'a beaucoup travaillé. Puis le fait de ne pas pouvoir faire d'impro parce que je n'étais pas au Québec ni au Canada pendant ce temps-là, ça m'a permis de prendre un pas de recul et de faire comme pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que moi, j'ai un besoin de créer personnellement. J'ai un besoin de m'épanouir. Puis ça, c'est une façon que j'ai trouvé de faire. Lâche essayer de gagner, lâche essayer d'être meilleur que les autres. Fais juste essayer d'avoir le plus de plaisir possible. Puis après ça, oui, il y a toute l'histoire de comment moi je peux aider l'autre improvisateur. Puis ça, moi, j'ai découvert un plaisir presque malsain à faire ça. Puis j'ai eu tu fais très bien aussi. Exceptionnels. Là. Moi, il y a un joueur que je vais nommer là qui m'a beaucoup marqué par sa générosité. Puis c'est Francis Asville. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'impro avec Francis Asville, mais ça va vite quand tu fais de l'impro avec Francis. Il n'en manque pas une. Mais quand tu sors de là, c'est la première fois que tu fais de l'impro, ça fait 15 ans que tu fais de l'impro, tu as l'impression que tu viens de jouer la meilleure impro de ta vie. Puis tu sais, c'est pas parce qu'il est meilleur que moi, c'est juste parce que lui, il a du fun, puis
puis il va t'amener dans son fun, puis il va prendre tes passes, puis il va t'en faire une de suite. Il n'y a pas de... Il y a quelque chose de super le fun à jouer avec des gars comme ça, qui n'ont pas, justement pas d'égo sur l'improvisoire. Il n'a pas besoin il ne ressent pas ce besoin-là de prouver qu'il est meilleur que toi parce que lui, il est juste là pour faire de l'info. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi. Ce qui fait je dirais, je pense pas qu'il y a des moments dans notre vie qu'on n'a plus d'ego, ou en tout cas du moins en impro où on n'a pas d'ego. Je pense qu'il y a des moments où on en a moins, où on semble moins en avoir, parce que ça devient plus c'est pas manger la poque, là, genre je vais prendre la prochaine passe pour moi faire un punch, ou pour moi shiner, ou pour moi créer une réaction, ou pour... Puis tu sais, on dit c'est au service de l'impro, mais tu sais, il ne faut pas que ça devienne une excuse, que tu sais, faire ça au service de l'impro. Là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup plus dans on joue avec ce qui se passe là, puis ça créera quelque chose, plutôt que ce qui se passe là me donne l'opportunité de faire ça, tu sais. Je ne sais pas si, Marc, tu vas être d'accord, mais moi, je fais un gros lien avec un atelier de Louis-Étienne qui s'appelle « Première réponse », là, où on travaille juste le lâcher-prise. Puis ce que tu décris là, moi, je le vois beaucoup là-dedans, à partir du moment où j'ai catché que quand on fait une conversation comme on a présentement, j'ai pas écrit ce que j'allais dire. Je n'essaie pas de penser à qu'est-ce qui va être intéressant dans 5 minutes, ou dans 30 secondes, ou dans 15 secondes. Je fais juste vous écouter, puis une fois que vous avez terminé de parler, je fais du pouce sur ce que vous avez dit ou je continue la conversation dans un autre. C'est sans effort. Puis il y a un truc dans l'impro que quand tu réalises là, à quel point tu travailles fort pour si peu de résultats, puis souvent des résultats que tu as déjà fait 1000 fois parce que justement, ton cerveau, il est lâche. On est lâche. Là. On veut que ça aille vite, puis on veut que ça soit drôle, puis on veut que ça soit bon, parce qu'on s'est fait dire toute notre vie qu'il fallait que ça soit bon. Okay? À partir du moment où tu lâches ça, puis tu fais juste comme, regarde, il va sortir quelque chose, là, puis il va se passer de quoi, puis ce qui va se passer, ça va être cool. Puis, sais-tu quoi? Ça se pourrait que ça soit de la merde. Ça se pourrait là, que ça soit de la merde. Je pense qu'avec l'expérience que j'ai et le muscle que j'essaie de travailler de plus en plus, je pense que ma créative va me permettre que ça me donne quelque chose d'intéressant pour le public. J'espère tellement que ça ne sera pas ce que j'ai créé la semaine passée. Puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça avait déjà arrivé. Il y a 2 trucs, là. Je viens de penser à 2 affaires vraiment niaiseuses. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous faites de l'impro plusieurs fois dans la même semaine, que l'arbitre donne un thème qui se ressemble, ou un maître de jeu arbitre, peu importe. Puis, là, vous voyez 2 fois la même impro, faite par 2 groupes de personnes qui ne se sont pas parlé de cette semaine-là. Puis là, le pire qui peut arriver, c'est que toi, tu es dans le caucus, puis là, la personne qui fait le caucus, a dit la même idée de ce que tu as déjà fait au début de la semaine. Puis là, tu ne sais pas s'il faut que tu lui dises « Non, mais je l'ai fait mercredi passé, on ne peut pas le refaire. » Ou tu ne peux pas briser son enthousiasme parce qu'il pense qu'il vient d'avoir une excellente idée. Puis là, tu ne peux pas gâcher tout cet ego-là qui vient de se construire en quelques secondes, justement. Fait que là, tu laisses aller l'affaire, puis là, tu t'assumes, puis là, tu regardes l'impro, puis tu te dis, ben là, ça n'a pas de bon sens, c'est exactement la même affaire. C'est pas les mêmes mots, mais tu sais, la situation est pareille. Puis l'autre affaire qui, moi, m'est déjà arrivée personnellement, c'est à 10 ans d'intervalle, j'ai reçu le même mot en fusillade et j'ai refait la même affaire. Ah ouais, ok, ah ouais. Ça a marché, là. Les 2 fois, le public était plié en 2. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Là, je l'ai fait 2 fois parce que je trouvais ça ben trop drôle d'avoir pas mis le même mot en fusillade 2 fois à 10 ans d'intervalle. Mais, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose là de super intéressant dans le fait de s'abandonner à la première réponse puis de juste pas essayer de préparer. Puis je pense qu'il y a beaucoup de trucs que toi, tu identifies comme le plaisir, Philippe. Je pense qu'il y a une partie de ça qui est là-dedans, qui est dans à partir du moment où tu as un lâcher-prise puis tu acceptes qu'il peut se passer n'importe quoi, tu vas essayer d'être le plus vrai possible dans ton personnage ou en toi-même.
ben il y a de quoi qui va se passer. Tu sais. Puis, vous le savez, vous avez joué toutes les deux avec moi. Là. Moi, l'affaire qui me fait le plus rire dans la vie, c'est de me surprendre moi-même. Ouais. Puis, ça m'arrive souvent, là, même dans ma vie personnelle, là, de dire des affaires, puis après ça, me réaliser ce que je viens de dire, puis trouver ça drôle comme ça se peut pas. Puis je sais que Marc aussi, ça t'arrive. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de plus magique que ça. Là, puis, tu sais, c'est sûr que la personne avec qui tu es en train de créer une histoire, si tu dis n'importe quoi, puis que ça devient de même spontanément, il y a quelque chose qui va se passer sur scène. C'est cool. Moi, j'ai fait beaucoup de formations avec Fred Barbouchi, justement. Puis, j'y avais posé une question un moment donné qui. Je disais, mettons, tu sais, on voit toute la belle théorie puis des affaires de même, mais quand tu arrives avec quelqu'un qui n'a pas cette théorie-là puis qui n'embarque pas dans ton affaire, qu'est-ce que tu fais? Puis, il m'avait dit, lui, il fait ce qu'il pense qui est le mieux, là, tu sais, il fait pas ça pour te rabaisser toi. Fait que réagis à ce qu'il fait. Puis si ça te fait chier, ben ton personnage, ça a le droit de le faire chier aussi. Tu sais, réagis à ce qu'il fait. Là, tu sais, et puis tu sais, fais juste faire ce que tu penses qui est le meilleur en ce moment. Puis lui, s'il embarque pas, ben embarque pas dans son non-embarquage. Là, tu sais, je sais pas trop. Là. Mais le but, c'est de réagir à. C'est ça, nous, on dit première réponse, Fred il dit réaction, mais moi, je le mets comme dans le même panier un peu. Là. Si tu réagis à ce qui se passe, c'est ça qui se passe. Puis, tu sais, Marc-André Fortin aussi m'avait dit, j'avais un bout que je posais souvent cette question-là, puis il m'avait dit, parce qu'on avait vu une impro où ce que l'autre à côté de moi, il est en train de chier. C'était ça, sa position de départ, c'était ça. Puis, tu sais, il voyait bien que j'étais inconfortable là-dedans. Puis là, j'étais là, il avait comme arrêté, il avait dit, ben là, ça te tente-tu, toi, qui chie à côté de toi? J'étais là, ben non. Ben, empêche-les, faites quoi? Ferme la porte, faites quoi? Je sais pas. Moi. Mais tu sais, essaye pas d'embarquer dans son affaire si toi, tu le sens pas. Tu sais. Je trouve ça très intéressant. Ça. Il y a vraiment quelque chose là, tu sais, quand on avance, ça m'amène en impro. Il y a même des codes, tu sais, quand il y a un auto, on peut conduire à l'envers ou être 7-8 dans l'auto, tu sais, mais il y a quelque chose quand tu réalises qu'il y a une vérité là, qui vient de là, qui peut t'amener tellement d'affaires. Là. Le jeu vrai, là, c'est. Tu sais, tu peux faire le plus gros de tous les personnages. Je me rappelle de l'analogie de Louis-Étienne, qui est la meilleure, là, que moi je répète souvent. C'est pourquoi Star Wars c'est bon? C'est-tu parce que c'est dans l'espace et qu'il y a des héros? Mais non, c'est bon parce que c'est une famille qui chicane. C'est ça. Toute l'histoire de Star Wars, c'est une famille qui chicane. Ça pourrait être au Moyen-Âge, ça pourrait être. L'important, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur de ça. L'important, c'est que tu peux voir le conflit entre les personnages. C'est toute l'absurde. Puis, Monty Python, ça peut être un bon exemple aussi. C'est super absurde, mais qu'est-ce qui fait que ça tient? C'est que la fille qui pleure, quand c'est supposé être drôle, ben, elle vit une émotion contraire à ce que tu penses qu'elle devrait vivre. Il y a de quoi de super puissant là-dedans à partir du moment où si ton personnage il est fâché à cause que un matin, il a frappé le stop en essayant d'arrêter au coin de la rue. Ben, même si toute l'impro n'a rien à voir avec le fait que tu as frappé un stop en te levant le matin, ben, ton personnage va tellement être en maudit toute l'impro que ça va faire du sens. Ça va avoir du sens. Désolé pour la syntaxe, c'est pas correct de ma faute. C'est pas bien grave, c'est tant si on oublie comment parler. C'est pas on le fait de moins en moins souvent. Ouais, c'est ça. C'est pas bien grave. Je pense que dans tout ça, là, j'ai en fait, tu sais, avant que la deuxième vague se relance, je juste mentionner rapidement, je pensais peut-être reprendre le flambeau à l'ESCO cet été, mais bon, ça risquait pas d'être possible, mais bon. Mon état d'esprit, pourquoi je dis ça, c'est parce que mon état d'esprit par rapport à comment je m'orientais pour faire les ateliers, c'était au final, l'important dans tout ça, c'est pas de viser de plus avoir d'ego ou plus de
plus jamais puncher ou plus jamais aller rechercher de réaction. C'est plus de... Moi, je vois comme une sorte de prière, là. Pas une prière religieuse peu importe quelle religion tu auras, là, mais vraiment comme l'exercice de après ou un peu ou avant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain matin ou qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite pour juste être un peu meilleur, être un peu plus accessible envers les autres, rester ouvert. Je pense que ça, c'est la première étape pour réellement atteindre ce but impossible de ne plus jamais avoir d'ego, si on peut dire que c'est un but réaliste. Mm-hmm. Ouais. Mais pour vous, mettons, s'améliorer en impro, c'est quoi, là? C'est-tu justement ça, d'atteindre le plus d'ego, ou c'est-tu de faire les meilleurs impros? C'est-tu d'avoir du plaisir le plus souvent possible? C'est une maudite bonne question, ça. Ouais. Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a des paliers à l'amélioration en impro. Je veux dire, au début, quand tu commences fraîchement, bon, connaître les bases de l'impro, ça fait partie de s'améliorer. Juste avoir une meilleure réaction, pas figer, ces genres de trucs-là. Puis, je pense même que, là, je dis que ça, c'est des paliers, mais encore aujourd'hui, ça m'arrive de figer un petit peu. Peut-être que c'est moins long, mais ça peut m'arriver encore. Mais après ça, ça devient plus subtil. Je pense qu'il y a quelque chose qui est bon, reparlons un petit peu de Louis Étienne, mais qui disait l'impro, c'est la vie c'est l'impro. Ou brièvement, c'est de se connaître mieux soi-même. Je pense que ça aussi, ça fait partie des paliers. Puis je pense que c'est ça fait partie des trucs que je pourrais jamais arrêter de mieux me connaître. Puis à quoi ça sert plus précisément en impro? Je pense que ça sert juste à savoir, pas nécessairement c'est quoi ta zone de confort, mais dans quelle sphère tu joues pour mieux élargir cette sphère-là. Je dirais ça simplement comme ça. Puis après ça, ben, c'est du travail sur qu'est-ce que j'ai jamais fait ou dans quelle langue j'ai pas regardé l'impro ou des trucs comme ça. Puis après ça, ça reste de t'informer beaucoup. Au sens où il n'y a pas de position à prendre comme au football, mais définitivement, il y a des techniques des experts qui font, entre autres, Barouchi, qui peut donner des points de vue parce que lui, il a plus d'expérience. Ben, ça fait partie de la game pour encore s'améliorer. Je pense pas qu'il y a une fin. En fait, je pense pas qu'il y a une fin à l'amélioration dans n'importe quel truc qu'on fait. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que pour moi, l'amélioration, c'est de trouver des nouvelles façons de prendre des risques. C'est de trouver des nouvelles façons de te mettre dans le marbre. Comme, même si ça fait 30 ans que tu fais de l'impro, de trouver une nouvelle façon de te mettre dans le marbre. Même si tu as tout le temps joué du match, même si ça fait 6 fois que tu fais la même impro, ben, que tu trouves une nouvelle façon de te mettre dans le marbre. Puis que ça chie pas, puis que ça reste agréable à regarder, puis que ça divertisse les gens. J'entends tellement Marc-André Fortin dans cette réponse. Ben, merci. Merci. C'est gentil. Je suis sûr que tu as déjà entendu. C'est ça, Phil, prends le compliment comme si c'était MAF. Ouais, c'est ça. Non, mais dans le sens que c'est vraiment l'attitude que MAF a par rapport au match. Là. Je veux pas qu'on s'étende trop longtemps sur Marc-André Fortin, mais il y a vraiment cette attitude-là de genre. Ben moi, là, je fais ma blague de Carey Price une fois par année, puis elle marche tout le temps, mais je vais tout le temps essayer de faire une blague un peu différente, ou, tout le temps essayer de la tweaker pour que moi, j'aie du fun à faire cette blague-là, même si ça fait 200 fois que je fais une blague sur Carey Price. Fait que, ouais, mais j'aime beaucoup ça, cette idée-là de tout le temps se mettre dans la marde. Je pense que pour moi, l'amélioration, c'est aussi
y a une partie de travailler tes qualités en tant que personne, mais en tant que comédien ou en tant qu'artiste. Je veux dire, si toi, tu es capable de chanter, ben pourquoi tu chantes pas à l'impro? Pourquoi tu n'es pas capable de faire une impro chantée? Pourquoi tu n'es pas capable d'écrire des poèmes? Je pense qu'il y a des trucs, c'est tentaculaire un peu cette affaire-là, mais je pense que c'est intéressant de voir. Moi, personnellement, Antoine Lacasse, je suis capable de jongler avec 3 balles. Je suis capable de faire ça. Je n'ai jamais fait ça en impro, jongler. Pourquoi je ne pourrais pas avoir un personnage qui jongle si ça fait partie de mon skill set? Fait que je pense qu'il y a une partie de ça aussi de. Marc, tu disais apprendre à te connaître, mais je pense que c'est un peu la même chose. Comment tu fais avec ce que tu as? Est-ce que Antoine Lacasse, il y a comme qualité en tant que personne, ou talent en tant que personne, comment je peux les intégrer à l'impro? Comment je peux en amener tout le temps un petit peu plus, puis apprendre à me connaître, puis à m'améliorer à faire certaines affaires? Moi, je ne suis pas capable de faire 25 push-ups, mais j'ai déjà vu plein d'imposateurs faire 25 push-ups, mais moi, je suis comme, ben, c'est cool, si tu es capable, pourquoi pas? Fait que je pense qu'il y a une part d'amélioration qui parlait là, puis clairement, il y a toujours une façon d'aller plus loin ou d'attaquer des trucs différemment. Puis je pense qu'il y a aussi des formes d'improvisation qui peuvent être différentes. Nous, on a expérimenté ensemble les démineurs, qui sont un autre truc d'impro. Marc et moi, avec Francis Duglampon, on a aussi déjà fait un quiz qui s'appelait le Wambou Quiz, qui était comme le cousin déjanté de Wambouzo. Ce truc-là, on l'écrivait d'avance, mais la moitié des affaires, on les faisait sur scène. Puis c'était complètement débile. Le processus créatif, il était quasiment aussi le fun que le rendu sur scène, ou sinon plus. Parce qu'on fabulait pendant des heures à écrire des niaiseries qui n'ont pas de bon sens, complètement absurdes. Je me rappelle, quand on a décidé, dans ce quiz-là, on a décidé que l'invité, il allait venir répondre à des questions. Puis, on avait juste décidé que l'invité allait tout le temps jamais avoir la bonne réponse. C'était une question où il n'y avait pas de bonne réponse qu'on posait à l'invité. Puis, quand tu y repenses, c'est quelqu'un qui vient en terre trifluvienne pour la première fois. Il n'a pas fait encore d'impro, il n'est pas réchauffé, il est en train de jaser dans le parking, puis nous, on y garoche une slab dans la face, pour commencer, super malaisante pour tout le monde. Et nous, on trouvait ça génial, Puis je pense qu'il y a quelque chose là-dedans de la création au-delà du match, mettons, d'impro, qui, moi, je vois ça comme de l'amélioration, puis l'impro, la vie, c'est l'impro, c'est la vie, mais je pense que ça peut te permettre d'avancer en tant que personne, puis au travail, ça peut te servir aussi. L'écoute, c'est jamais mauvais dans aucune situation. Être capable de répondre sans réfléchir, c'est génial. Être capable de désamorcer des situations impossibles parce que tu as de la répartie. Il y a plein d'affaires qui viennent dans ta vie en général avec l'impro, et vice-versa. Après ça, tu peux l'appliquer dans l'impro quand tu l'as maîtrisé dans ta vie personnelle. Magnifique. Ben, hey, j'aimerais ça faire une petite parenthèse, OK? Mais genre, remarquez, quand je bois du café, ça fait comme une ambiance dark side des fois. Ça change ton éclairage, c'est bien non niaiseux! C'est incroyable. OK, je suis désolé, c'est juste que ça flashait dans mon écran. C'est incroyable parce que les gars vont finir là-dessus. On ne pourrait pas finir sur des plus beaux, sur un plus beau sujet. Merci beaucoup, les gars. Merci, les gars, de vous être livrés comme ça. Vous êtes 2 hommes incroyables et je vous aime fort. Et puis, cher public, on se revoit la semaine prochaine. Et laissez un commentaire et likez la publication. On veut de la rémunération, même si on n'est pas payé personne. Mais let's go, l'impro. Ciao, les gars. Bye bye, à bientôt. À bientôt.